Salut à tous, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet essentiel en cyclisme, l'hydratation. Et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un cycliste. Aujourd'hui on va parler d'hydratation et du coup j'ai la chance d'être accompagné par notre expert nutrition. Lauriane, comment tu vas aujourd'hui ? Je vais bien, merci. L'hydratation c'est vraiment un sujet qui, malgré tout on va voir, est assez complexe, assez diverse et variée. On va parler d'eau, on va parler de bière, on va parler de soda. En tout cas, tu es vraiment notre nutritionniste du sport. Tu as travaillé avec des équipes comme l'équipe pro de la Cofidis, désormais avec l'équipe féminine de Arkea BNB. Donc je pense que tu vas pouvoir nous apporter un petit peu toute cette expertise. En off, on parlait pas mal du sujet de la bière. On va voir aussi comment ça se passe chez nos amis professionnels. On commence souvent nos journées en soi sans trop penser à notre hydratation. Pour beaucoup, boire de l'eau, c'est du feeling. C'est quoi ton point de vue sur ce sujet-là ? Ouais, c'est vrai que ce sujet, souvent, il est un peu délaissé par rapport au thème de nutrition qu'on aborde avec les cyclistes parce que comme il n'y a pas de notion de calories, de poids, d'apport énergétique, on n'en parle pas. Alors que c'est un facteur de performance, c'est un rôle essentiel dans la prévention des blessures, donc c'est important. Effectivement, souvent le feeling chez le sportif, il n'est pas suffisant parce qu'ils ont des pertes hydriques qui sont plus importantes et qui sont assez conséquentes par rapport à quelqu'un qui est sédentaire, qui va lui aussi avoir des pertes sans trop s'en rendre compte dans la journée. Mais voilà, le sportif va avoir des pertes qui sont plus importantes et qu'il va falloir compenser. Souvent, on dit que quand on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté et qu'il est trop tard pour boire. Et en plus, certains ne sont pas du tout sensibles à cette sensation de soif. Donc, non, c'est bien d'avoir un petit protocole hydratation, d'avoir quelques repères de quantité pour se dire, bon, je m'hydrate bien ou alors il m'en manque beaucoup aujourd'hui, quoi. Et quand on se réveille le matin, on peut se dire que pendant une certaine durée, en fonction des personnes, le sommeil vient varier. Finalement, on ne fait pas grand-chose dans notre sommeil. On pourrait se dire d'un premier point de vue, est-ce qu'on se déshydrate ? Est-ce que c'est important de boire dès le réveil ou pas ? Ouais, on se déshydrate la nuit parce que quelque part entre le dernier verre d'eau, la dernière tisane et le lendemain matin, il va se passer un certain nombre d'heures, 7, 8, 10 heures. C'est quand même la période de la journée la plus grande sur laquelle on ne va pas boire. Donc oui, on va se déshydrater. Parce qu'en fait, on perd de l'eau quand on respire. Dans le métabolisme énergétique aussi, on va perdre un petit peu d'eau. Donc ça, on ne va pas s'en rendre compte. On va aller aux toilettes le matin. Ça, c'est une grosse perte en eau. Donc oui, on va se déshydrater. Et c'est effectivement une des priorités de la matinée et du petit déjeuner de commencer par une bonne hydratation. Et quand on parle d'hydratation, tu viens souvent mettre en face le terme eau. Finalement, quand je bois du café, du thé, des sodas, du sirop sucré pour me donner du goût à de l'eau, est-ce que c'est considéré réellement comme de l'hydratation ? Alors, tout type de fluide va participer du coup à l'hydratation. On aurait pu citer le lait aussi, qui est une bonne boisson d'hydratation. Après, elles ne se valent pas toutes dans leur composition et des autres composants qu'elles ont. Effectivement, on va avoir du sucre ajouté, des additifs, des édulcorants. Est-ce qu'on a besoin de sucre à ce moment-là ou pas ? Donc, tout va dépendre un peu du moment de la journée et en fonction de si on est sur le vélo, si on est au petit déjeuner, si on est au bureau entre nos entraînements, on va pas boire la même chose. À certains moments, des boissons plutôt sucrées vont être utiles. À certains moments, des eaux très riches en minéraux seront utiles. À d'autres moments, il faudra plutôt éviter d'avoir trop de sel et trop de sodium dans l'eau. Tout dépend un peu du contexte et du moment de la journée. On nous dit souvent qu'il faut boire à peu près 1,5 litre par jour et rajouter, on va dire, 1 litre par heure d'effort. T'en penses quoi de ce chiffre ? Est-ce qu'il est réel ou pas ? Alors, globalement, il est réel. Les 1,5 à 2 litres d'eau par jour, il permet de compenser les pertes naturelles de l'organisme, mais de quelqu'un même sédentaire, pour contrer toutes les pertes qu'on a en eau, comme je disais, sur de la respiration, quand on va aux toilettes. Donc voilà, pour que le métabolisme fonctionne bien. Après, les 1 litre d'eau par heure, oui, on dit entre 500 et 1 litre d'eau par heure. Après, tout dépend des conditions. Si on est sous une atmosphère plutôt chaude, si on est en altitude, là, on va avoir des pertes en eau qui vont être plus importantes. Si on est sous home trainer et qu'on n'est pas à l'extérieur, on va aussi souvent avoir un peu plus de pertes en eau. Donc, il faut, sur les 1,5 à 2 litres d'eau par jour, globalement, ça va être plutôt stable. Et après, sur la perte en eau à l'effort, tout va dépendre du contexte dans lequel se passe l'effort. On parle d'hydratation, finalement, on voit
très vite qu'on fait un lien assez facile avec boire de l'eau, comme tu le disais, boire des liquides. Mais finalement, est-ce que dans l'alimentation, il y a aussi cette partie liquide qu'on peut retrouver dans certains aliments? Oui, il y a certains aliments, type le concombre, la pastèque, qui vont être très hydratés, qui peuvent participer un peu à l'hydratation, hein. Souvent, c'est vrai qu'après des étapes du Tour de France, par exemple, c'est pas rare qu'on propose justement de la pastèque en récupération, justement pour ce côté hydratant, enfin, en tout cas d'apport en eau et frais, en fait, qui va faire du bien aux coureurs. Après, on va pas compter en tranches de pastèque pour assurer une quantité suffisante en litres de fluide par jour, mais oui, ça va participer, d'où l'intérêt de manger aussi des fruits et des légumes dans notre alimentation pour avoir ce côté apport aussi en eau par l'alimentation. Dans on va dire dans l'hydratation plus que l'alimentation, on entend souvent dire que c'est plus intéressant de boire souvent par petites gorgées plutôt que boire d'un coup. Comme tu disais, on dit souvent qu'il est trop tard une fois qu'on a la sensation de soif, on est presque déshydraté. Est-ce que tu es d'accord avec ça, justement cette notion de boire beaucoup d'un coup ou alors segmenter cette partie hydratation? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. Ça fait référence en fait à la vidange gastrique. C'est la vitesse à laquelle l'estomac va pouvoir se vider pour qu'en plus ça passe dans l'intestin et que ce soit capté ensuite par la circulation sanguine. Et donc, si on apporte des gros volumes d'eau d'un coup, ce sera moins efficace au niveau de la vidange gastrique que si on apporte des petites quantités d'un coup. Les petites quantités, elles seront plus vite captées par l'intestin à circulation sanguine, alors que des grosses quantités vont souvent, une partie va être captée, mais une autre partie va plutôt générer des urines, mais du coup, va pas forcément réhydrater en profondeur. C'est un petit peu ce qu'on voit, par exemple, quand on voit un gros bol de thé. On va aller aux toilettes, on va voir qu'elles sont transparentes, on va dire ah bah c'est bon, je suis hydratée. Ouais, mais en fait c'est l'eau qui vient de ce qu'on vient de boire et c'est pas nécessairement qu'on s'est bien réhydraté en profondeur. Donc non, il vaut mieux morceler son apport hydrique tout au long de la journée plutôt que d'apporter la même quantité mais seulement en 2-3 prises, quoi. On voit que, avec ce que tu viens de nous dire, ça peut être assez faussé d'analyser cette déshydratation. Comme tu le dis, on peut boire d'un coup et du coup, on a les urines qui sont claires. Quels sont un petit peu les signaux d'une déshydratation? Est-ce qu'il y a plusieurs choses à aller vérifier au quotidien en tant que sportif? Alors, les urines, malgré que certaines situations peuvent être un peu trompeuses, comme je viens de le dire, ou alors si on mange aussi des cachets, par exemple, de vitamine C, souvent ça a tendance à colorer un peu les urines. Globalement, ça reste quand même assez juste. Après, sinon, si on a des maux de tête, ça, c'est aussi des signes de déshydratation. Sinon, après, il existe des appareils pour le mesurer. On va mesurer la densité gravitaire de l'urine. Bon, voilà, ça, c'est plutôt réservé aux professionnels. Mais voilà, un petit peu maux de tête, bouche pâteuse que finalement, on va très peu aux toilettes ou on transpire peu. Ça, ce sont des signes d'une déshydratation. Pour comprendre ce qui se passe dans notre vie quotidienne, parce que malgré tout, c'est ça qui a un impact. On passera après sur l'entraînement, la compétition, la fameuse aussi période de récupération. On a souvent l'impression que toutes les eaux se valent. J'ai un ami cycliste qui me dit bah moi je bois l'eau du robinet. J'en ai un autre qui me dit bah moi je bois telle marque parce que j'adore cette marque. C'est là que je m'y retrouve. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce qu'il y a les mêmes caractéristiques dans ces eaux ou alors il y a quelque chose de totalement différent? Ouais, non, il y a une différence entre ces eaux-là, effectivement. Il va y avoir l'eau du robinet, l'eau de source, les eaux minérales. Les eaux minérales, qui peuvent être gazeuses ou non, elles vont contenir plus de minéraux, comme son nom l'indique. Et souvent, du coup, la présence de ces minéraux-là va favoriser une plus grande hydratation. En fait, on parle de solutés actifs. Donc, ça peut être des sucres, ça peut être des sels minéraux qui, comme ils sont dans l'eau, ils vont être du coup captés par la circulation sanguine puis par l'intérieur des cellules et du coup l'eau va devoir suivre ces sels minéraux pour équilibrer des gradients de pression de part et d'autre de la membrane cellulaire. Donc du coup ça va avoir tendance à un peu plus hydrater, notamment si elles sont riches en sodium. Okay. Attention, donc sodium ou sel, de ne pas consommer que des eaux riches en sel tout le temps parce que là on a un risque de rétention d'eau justement, mais c'est un petit peu ce qu'on recherche en récupération. Donc il y a un peu chaque type d'eau qui peut être justifié à certains moments. On va plutôt être sur des eaux de source un petit peu au quotidien et proche de l'effort, soit pendant, soit après, plutôt des eaux minérales. Et il y a certaines eaux minérales un petit peu plus chargées et qui sont d'intérêt, notamment celles riches en sodium, celles en bicarbonate, qui vont favoriser du coup des aspects de la récupération.
Et je voulais partager une petite histoire à nos auditeurs. Malheureusement pour moi, à un moment donné, j'avais acheté pas mal de packs d'eau avec une nouvelle marque que je connaissais pas et qui était très riche en magnésium. Finalement, j'ai eu, on va dire, cette complexité avec cette eau-là. J'avais du mal à la digérer. Ça a entraîné pas mal de troubles digestifs. Ouais. Est-ce que c'est quoi un petit peu les éléments clés qu'il faut aller regarder sur un pack d'eau, sur les bouteilles qu'on va acheter justement? Du coup, chez le sportif, ça va notamment être la teneur en sodium, en sel, qui est un des ions les plus perdus dans la sueur, enfin qui est l'ion ou l'électrolyte le plus perdu dans la sueur et qui va permettre des bons échanges entre... il y a beaucoup de transporteurs qui vont utiliser l'ion sodium pour faire rentrer des petits éléments à l'intérieur de la cellule. Et comme c'est celui qu'on va perdre le plus, c'est celui qu'on va essayer de recharger du coup en priorité. Donc c'est surtout ça qui va être important. Après, des eaux riches en magnésium peut avoir un intérêt si on a des carences en magnésium. Après, on peut faire des cures de magnésium plutôt par complément alimentaire. Voilà, c'est plutôt ça qu'on va regarder, la quantité de sodium et éventuellement bicarbonate. Mais qui seront des eaux qui peuvent être aussi un peu difficiles à boire. Ouais, c'est sûr. Et justement, en fonction des saisons, c'est quand même, on va dire, assez diverse. Par exemple, l'hiver, est-ce que c'est une sensation? Parce que l'hiver, il fait froid, bien sûr, on le sait tous. L'été, on a vraiment cette forte transpiration qui peut être amenée soit à l'effort, mais même au repos. Est-ce que nos besoins, ils sont différents? Ou alors, justement, l'hiver, il faut quand même penser à bien s'hydrater, garder les valeurs que tu nous as données un petit peu tout à l'heure en tête. C'est quoi un petit peu ce sujet? C'est vrai que souvent l'indicateur qui nous fait boire, c'est j'ai beaucoup transpiré, il faut que je boive. Donc ça va aider effectivement, puis on va avoir plus soif parce qu'effectivement les pertes vont être augmentées l'été, de boire un petit peu plus. Mais l'hiver, c'est pas pour autant qu'on transpire pas à l'effort. Un moyen qui peut être bien de savoir, parce que c'est très individuel, c'est difficile de donner des recommandations pour tout le monde, mais c'est vrai, c'est de se peser juste avant et juste après un effort dans une tenue soit nue, soit faiblement habillée pour que les vêtements ne retiennent pas l'eau, et de voir cette différence de poids perdue sur la séance. Elle est uniquement liée à une perte en eau. Alors, en cyclisme, l'effort étant assez long, il y a quelques biais, hein, on n'est pas dans un contexte laboratoire scientifique, mais on cherche des idées aussi pratiques. Et donc cette différence de poids, c'est uniquement de l'eau qui est perdue. Il faut essayer qu'elle soit moins de 2% du poids de corps. On estime qu'une déshydratation de 2% du poids de corps va commencer à impacter un peu trop les performances physiques. Une perte de poids de 2% du poids de corps va conduire à une diminution des capacités aérobies et cognitives de 20%. Perte de poids de 3%, ça va être 30%, donc c'est assez rapide. Donc on essaye que cette différence de poids soit limitée à 2%. Si elle est supérieure, c'est que vous n'avez pas assez bu pendant l'effort, et la prochaine séance, du coup, essayez de boire un petit peu plus. Et on essaye de boire en récupération 1,5 fois cette différence de poids perdue. Donc si vous avez un déficit de poids de 1 kg, ça veut dire que tranquillement, avant le prochain entraînement, il faut essayer de boire 1,5 litre d'eau. Si vous avez perdu plus, il faut boire plus, voilà. Comme ça va permettre d'individualiser un peu le plan d'hydratation et de répondre vraiment à vos besoins. Les hommes, en général, vont avoir des taux de transpiration plus élevés que les femmes. Mais ça va être très individuel. Et c'est intéressant de faire cet exercice de la double pesée l'hiver et l'été pour voir effectivement quelles sont les différences, de faire ça sur une sortie courte, une sortie longue, et comme ça d'avoir un petit plan hydrique un peu entre chaque condition. Et après, l'idée, c'est qu'il faut essayer de boire régulièrement entre les séances d'entraînement. Un moyen assez facile aussi de penser à l'eau. Je pense que j'ai plus soif là déjà parce qu'on parle d'hydratation que quand on a parlé de d'autres thématiques. Et donc en fait, c'est tout l'enjeu, c'est ça, c'est de se faire penser à boire. Vous avez peut-être aussi plus soif parce qu'on parle de ça. Et donc si à côté de l'entraînement, vous avez un travail un peu sédentaire, en tout cas que vous pouvez avoir une bouteille d'eau qui est visible à côté de vous, à côté de l'ordinateur, si vous êtes chez vous dans la cuisine, mais que ce soit pas caché dans les placards ou dans les frigos, que ce soit toujours dans votre sac si vous faites beaucoup de voitures, ça va naturellement vous conduire à boire plus d'eau et en boire un peu plus régulièrement que si vous n'avez pas du tout de bouteille d'eau avec vous, et en fait au bout d'un moment dire en fait là j'ai super soif, et du coup boire une grosse quantité d'un coup. Donc ça vous aidera un peu à morceler tout ça. Mais c'est vrai que souvent on dit qu'il y a un type, c'est il faut qu'on arrive à voir l'eau dans une bouteille
bouteille, dans une gourde, que ce soit transparent pour essayer de voir justement cette consommation qu'on a à la journée. Et on ne va pas les citer, mais on voit aussi pas mal de marques mettre un gradient avec des heures, etc. Une question que je me demandais d'ailleurs, en fonction des cultures, en fonction des envies, donc ça se trouve, là encore tu vas me dire c'est très personnel, mais si je prends l'exemple de la culture chinoise, ils ont l'habitude de boire de l'eau chaude pratiquement dans leur quotidien, même à l'entraînement, c'est assez impressionnant. Alors que nous, dans notre culture française, il y a vraiment ceux qui adorent boire de l'eau très froide et ceux qui préfèrent de l'eau tempérée. Est-ce qu'il y a il y a quelque chose de mieux que d'autres et est-ce que ça a un impact sur notre corps, ça? À l'effort, on conseille plutôt de boire de l'eau tempérée. Le froid, trop froid, peut avoir des conséquences au niveau digestif, donc on évite, mais ça va dépendre encore une fois là, de chacun et des préférences. Mais on dit plutôt d'avoir de l'eau plutôt tempérée pour sa consommation d'eau. Ouais. Et tu nous disais que l'eau plate, l'eau gazeuse, c'était similaire. Donc finalement, je peux m'hydrater qu'avec de l'eau gazeuse tout au long de ma journée. C'est équivalent vraiment à de l'eau plate ou pas? Alors pour si la teneur en sodium est bonne, équivalente suivant les deux, oui. Après, le côté gazeux va rajouter du gaz et peut-être de l'inconfort digestif. Donc là, ça doit dépendre de chacun. Après, voilà, j'ai dit que les eaux minérales et riches en sodium, c'est pas toute la journée, sinon on a des risques de rétention d'eau, mais plutôt autour de l'entraînement et notamment en récupération. Donc là, on a vraiment vu un petit peu l'hydratation au quotidien. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs, ça fait pas mal d'informations. D'ailleurs, j'en suis sûr, potentiellement, vous êtes en train de faire du sport et comme l'a dit Lauriane, vous avez soif. Pour recevoir toutes les informations, pas de souci. On fait des fiches techniques justement sur chaque épisode. Pour les recevoir, il suffit de t'abonner à la newsletter de Dans la tête d'un cycliste et tu vas la recevoir tous les samedis matins directement pour avoir vraiment toutes ces informations-là. Donc si on passe à cette notion de avant et pendant l'effort, Lauriane, est-ce que c'est une bonne notion de se dire, bon, finalement, je vais augmenter mon hydratation, je vais boire énormément avant l'effort et comme ça, j'aurai toutes les réserves nécessaires pendant mon entraînement? Pas vraiment, non, parce que si on boit trop d'un coup, on risque d'avoir de l'inconfort digestif, des ballonnements, on risque de plutôt générer des urines et pas forcément d'avoir capté cette eau-là. Donc non, l'idée, c'est de toujours rester sur cet apport qui est régulier et qui s'est fait aussi bien en récupération la veille à la sortie de la séance, et puis tout au long de la soirée, que le matin, mais tranquillement, quoi. On ne va pas rattraper forcément le déficit d'hydratation si on boit beaucoup d'un coup. Et voilà, ça va plutôt créer du ballonnement et des soucis digestifs. Et pendant l'effort, tu disais, on a quand même des ratios justement de consommation d'hydratation. Finalement, nos amis cyclistes, des fois, certains font des sorties de 4 heures, 5 heures. Donc on se rend compte qu'avec 2 bidons, allez, au maximum, certains vont sur des bidons d'1 litre, mais finalement on part qu'avec 2 litres sur une durée de 5 heures. Est-ce que c'est suffisant? Tu penses qu'il faut faire une pause ravito? Comment tu vois un petit peu cette chose-là? Ouais, c'est bien souvent insuffisant et puis on nous dit j'ai pas de place, je peux prendre 2-3 bidons, je peux pas avoir plus, mais non, il faut essayer d'être sur un minimum 500 millilitres, voire 1 litre d'eau par heure, si jamais on est en conditions plutôt chaudes. Et donc non, il faut s'organiser en conséquence. Donc effectivement, soit si on a de la place, on en prend plus, soit on s'arrête et on va remplir la bouteille dans une fontaine. Et en même temps, on a pris des sachets de boissons d'effort juste en poudre et hop, on la remélange dans l'eau. Il faut un petit peu d'organisation pour être sûr que du coup, cette hydratation, elle soit adaptée du coup, et suffisante. Tu nous parles de boissons d'effort. Est-ce que c'est suffisant si je mets juste de l'eau au quotidien dans mes entraînements ou alors il y a vraiment quelque chose d'autre à aller chercher? L'intérêt de la boisson d'effort, c'est de combiner hydratation et apport glucidique. Les glucides vont être importants pour pouvoir assurer une intensité de l'entraînement, une intensité de l'effort. Donc voilà, le fait d'avoir de la boisson d'effort, c'est un moyen facile de pouvoir consommer des glucides sans avoir à manger et à mettre la main à la poche tout en s'hydratant. Les boissons d'effort, d'ailleurs, sont de très bons moyens de s'hydrater parce qu'on a du coup des solutés actifs, comme on l'a dit, qui sont les glucides, mais aussi des sels minéraux. Donc ça va être une bonne boisson d'hydratation. Donc c'est un petit peu le b.a.-ba de la nutrition du sportif d'endurance et du cycliste, c'est d'avoir en base une boisson d'effort régulièrement tout au long de la sortie, d'avoir quelques gorgées. En fait, c'est pareil, on ne boit pas un demi-bidon d'un coup, mais 2-3 gorgées régulièrement et auxquelles on va associer d'autres aliments glucidiques comme des barres, des gels, compotes, bananes,
bananes, etc. Mais oui, non, la boisson d'effort, c'est un bon compromis, surtout si vous partez sur une séance qui va être longue avec des intensités. Si c'est juste 1 heure tranquille pour rouler, effectivement, là, de l'eau va suffire. Globalement, pour un effort de faible intensité, au-delà d'1 heure et quart, 1 heure et demie, il n'y a pas besoin d'apporter des sucres. Donc là, vous apportez que de l'eau. Mais par contre, si vous êtes sur des séances plus longues et avec des intensités, là, du coup, il faut se rapprocher des recommandations de glucides qu'on peut retrouver dans d'autres podcasts qu'on a enregistrés ensemble. Et il y a aussi les boissons isotoniques. C'est quoi l'intérêt de ces boissons isotoniques dans l'entraînement du cycliste? Les boissons isotoniques, c'est des boissons d'effort. Ok. C'est vrai que du coup, il y a plusieurs termes. On a hypertonique, isotonique ou hypotonique, et qui sont là relatives à l'osmolarité de la boisson. On conseille on conseille justement boissons isotoniques parce qu'elles se rapprochent du coup de l'osmolarité du plasma, du sang, ce qui va leur garantir une bonne absorption. Mais c'est la même chose. Oui, ok, donc c'est la même chose, mais on retrouve quand même sur le marché certaines boissons isotoniques qui, pour le coup, ne sont pas chargées en glucides. Parce qu'elles vont être peut-être chargées en sels minéraux, mais c'est pas très intéressant d'avoir une boisson que de sels minéraux si vous avez sur une séance au-delà d'1 heure et quart, 1 heure et demie. Et justement, Lauriane, sur cette partie-là d'entraînement, tu vois, on voit que tu mets quand même pas mal de codes sur la durée. Moi, j'ai envie d'aller chercher sur la partie intensité. Avec nos autres experts, on parlait pas mal des zones d'intensité. Si je fais une séance dans les zones qui sont dures, contrairement à une séance vraiment récupération, 3 heures aéro, est-ce que je dois adapter justement mon hydratation ou alors c'est toujours les mêmes codes qui sont présents? Ça va globalement être la même chose. L'intensité, elle va pas forcément jouer énormément sur l'hydratation. Alors oui, il y aura une augmentation un peu plus importante de la température centrale. On n'a pas parlé des rôles de l'eau, mais effectivement, le premier rôle de la transpiration, c'est de thermoréguler. L'effort physique va induire une augmentation de la température centrale qu'il est nécessaire de contrôler au maximum. C'est une valeur qui est très contrôlée par l'organisme. Si on a des températures internes trop importantes, au-dessus des 39,5, 40, ça peut conduire à beaucoup de problèmes physiques. Donc en fait, on va transpirer pour faire évacuer cette chaleur. Et parce qu'on transpire, on se déshydrate. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on doit s'hydrater. Pour permettre au corps de garder cette capacité à thermoréguler, de garder un volume plasmatique, donc sanguin, suffisamment important pour que le sang, du coup, circule bien, qu'on n'ait pas une surcharge cardiovasculaire pour mettre en mouvement ce sang et, du coup, assurer tous les bons apports en nutriments et en oxygène aux cellules. Et donc, du coup, effectivement, plus l'exercice va être intense, plus, du coup, on va avoir une température centrale qui va augmenter. Donc, on peut augmenter un petit peu son apport hydrique, mais ça va surtout être les conditions environnementales qui vont avoir un impact sur le plan d'hydratation plutôt que vraiment l'intensité en tant que telle. Voilà, il faut faire peut-être le test de la double pesée individuellement sur 2 séances vraiment différentes pour voir, et de même durée par exemple, pour voir s'il y a un impact sur la perte de poids. Ouais. Finalement, avec nos autres experts, on parlait souvent de plus l'entraînement il était diversifié, plus on était amené à progresser. Si je prends un exemple un petit peu classique, c'était la fréquence cardiaque. Plus on s'entraînait, plus notre FC a des watts donnés, on va dire exactement pareil. La FC a diminué, donc c'était un facteur de performance. Est-ce que dans le monde professionnel, même pour les amateurs qui progressent au quotidien, l'hydratation, c'est toujours les mêmes codes? Ou alors finalement, plus on s'entraîne, moins on a besoin de boire? Non, pas plus on s'entraîne, moins on a besoin de boire. Au contraire, plus on s'entraîne et plus on s'entraîne en chaleur, plus on a un taux de sudation qui est élevé, une capacité à thermoréguler qui est meilleure. Donc du coup, non, on aura peut-être plus de pertes en eau en plus. Donc non, là, il n'y a pas d'économie et des adaptations qui sont liées à la déshydratation. C'est tellement vital, l'eau, on est composé en majorité d'eau. Notre corps, c'est 60-70% d'eau. Si ça représente une telle quantité, c'est bien que ça assure des fonctions qui sont vitales. Et une déshydratation très importante est très dangereuse pour la santé. Une fringale ne le sera pas pour la santé, par exemple, donc c'est déficit d'apport en glucides. Par contre, une déshydratation trop importante va jouer sur le cognitif, va jouer sur une surcharge cardiovasculaire. On peut avoir des arrêts cardiaques liés à une surcharge cardiovasculaire trop importante liée à de la déshydratation. Je pense notamment dans les régimes des sports à catégorie de poids où on va pousser une déshydratation importante. Ce n'est pas forcément des choses qu'on va voir dans le cyclisme, mais
Donc non, il n'y a pas de compromis à faire sur l'hydratation, et c'est d'ailleurs malheureusement qu'on n'en parle pas plus avec les sportifs parce qu'ils sont souvent pas assez hydratés au regard de leur perte, et pourtant ça va jouer un rôle central. On n'a pas dit aussi, mais ça va jouer un rôle central sur tout ce qui est prévention des blessures musculaires tendineuses. Le muscle étant aussi hydraté à peu près aux alentours des 70%, si on veut un muscle qui fonctionne bien et qui se blesse pas, il a besoin d'être bien construit et du coup d'être bien hydraté. Tu nous parlais de chaleur, on avait échangé aussi avec notre amie Anaëlle à ce sujet. Finalement, tu nous dis que quand il y a cette chaleur, il y a une sudation qui est conséquente. Si on prend l'exemple assez précis de la session home trainer, où finalement on monte assez vite en température, est-ce que là, l'hydratation doit s'adapter à cette pratique-là, ou finalement tu vas me dire, bah non, il n'y a pas d'intérêt à boire plus sur une session home trainer? Alors, il faut le mesurer parce qu'effectivement, on a l'impression de transpirer plus en session home trainer parce que l'eau va moins s'évaporer parce qu'il ne va pas y avoir ce côté vent qui va venir faire évaporer cette transpiration alors qu'on l'a à l'extérieur. Bon, c'est sûr qu'on aura moins ce côté refroidissement aussi par l'air qu'une session en extérieur, mais des fois, c'est pas parce qu'on est en extérieur et qu'on n'est pas complètement trempé qu'on n'a pas transpiré. C'est plutôt ce piège-là de se dire il faut peut-être se peser quand même pour vérifier que bah oui, en fait elle s'est évaporée, mais j'ai quand même perdu beaucoup de poids, mais je m'en suis pas rendu compte parce que je dégouline pas, alors que oui, home trainer on va s'en rendre vraiment compte, mais effectivement si on fait un home trainer dans une maison trop chauffée et qu'on transpire plus que d'habitude, ouais, là il va falloir que ça s'adapte, tout à fait. Ouais, donc c'est vraiment une notion, et pour la double pesée, c'est quand même assez intéressant ce que tu dis, de vraiment aller chercher cette data avant et après. On avait fait aussi un échange sur le poids justement dans le cyclisme, mais là on se rend compte que finalement le poids est censé être le même avant et après la séance, en tout cas se rapprocher, quoi. Ouais, c'est ça, se rapprocher. Des fois c'est un petit peu dur, on va pas forcément chercher absolument à ce que ce soit le même. Il y a certaines séances, peut-être que vous verrez, vous avez pris du poids, c'est pas très grave non plus, tant que le confort digestif est respecté, mais effectivement, voilà, on va essayer de limiter à 2% de perte de poids de corps, donc en général ça va être autour des 1,5 kg, quelque chose comme ça, donc ça peut aller vite, hein, on s'en rend pas compte, mais il y a des taux de sudation des fois qui sont très rapides, d'autant plus si on est en conditions chaudes. Et je suis en train de me dire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la déshydratation, donc une perte de poids, mais est-ce que le phénomène de la surhydratation, ça existe? Oui, ça existe. La surhydratation, donc, c'est de consommer beaucoup de litres d'eau avant. C'est une stratégie aussi utilisée dans les sports à catégorie de poids pour augmenter un peu les pertes hydriques via les urines, pour après, du coup, perdre un peu plus en eau au moment des stratégies de perte de poids. Bon, là, on sort complètement du cadre des pertes de poids qu'il faut faire, hein. C'est complètement dans un cadre et un contexte très précis. Par contre, on a des risques à trop boire. Ça s'appelle l'hyponatrémie. C'est que le sang est trop dilué, du coup, et les quantités de sodium sont trop faibles. Et ça arrive dans le cas où on a consommé trop d'eau d'un coup, et que du coup le sang se dilue un petit peu trop, et là ça a des risques aussi de coma, de perte de conscience, et un peu devenir un petit peu fou, donc oui, il y a ce risque là. C'est plutôt rare parce que c'est vraiment quand on a consommé beaucoup de litres, mais vraiment sur un temps très très court. Okay. Et ouais, faut aussi éviter, quoi, comme les extrêmes, faut éviter. Ouais, bah, c'est vrai qu'on va passer à cet aspect vraiment récupération, et des fois en fin de course on est un peu limité. C'est un peu comme la fameuse fringale dont on parlait dans certains épisodes avec toi. Mais des fois, on a vraiment cette sensation de soif sur les 30 dernières minutes du col, et on est vraiment à sec. Et on peut se dire, je vais boire 1,5 litre d'un coup. Donc là, tu nous alertes un petit peu sur ce sujet. Pour la récupération, Lauriane, j'ai envie de te poser une question où c'est assez présent dans le cyclisme, dans les sports d'endurance. Est-ce que la bière, c'est une bonne boisson de récupération ? Alors, la bière en boisson de récupération, question effectivement fréquente. Non, c'est pas une bonne boisson de récupération, tout simplement parce que l'alcool déshydrate. Après, la bière sans alcool peut se justifier, ou en tout cas avoir de l'intérêt. On a des céréales, donc on a des glucides dedans, on a de l'eau, on a des sels minéraux, donc ça peut justifier. Nous, je sais que quand j'étais chez Cofidis, l'été, du coup, sur le Tour, on proposait de la bière sans alcool, du coup, aux coureurs dans le frigo, pour ce côté plaisir et détente. Alors, c'était pas le cœur de notre stratégie de récupération, c'était vraiment pour ce côté exceptionnel et ponctuel et plaisir. Mais voilà, bière sans alcool, pour
pourquoi pas. Bière avec alcool, non, parce qu'on va justement pas chercher à se déshydrater en récup, mais plutôt se réhydrater, qui va être une des priorités de la récupération. Bon, du coup, tu viens de nous dire cet aspect vraiment sur la partie bière, mais tu as déjà un petit peu embrayé sur la partie suivante parce que tu nous dis ça déshydrate. Le but, c'est vraiment de réhydrater. Pourquoi cette phase de réhydratation, elle est vraiment essentielle dans le processus de récupération? Comme j'ai dit, ça va être une histoire de prévention du coup des blessures musculaires et tendineuses. Si on reste déshydraté de la course précédente, quand on va refaire un effort dessus, le muscle va être fragilisé de par cette déshydratation. De plus, on n'aura pas toute notre capacité de thermorégulation sur cette course du lendemain parce que du coup, nos stocks en eau ne seront pas suffisants. Et l'eau, ça va permettre d'éliminer un certain nombre de déchets aussi par la production d'urine et de sel. Donc c'est une des priorités de l'organisme. Comme je l'ai dit, on est composé en majorité d'eau. Donc le corps, lui, favoriser et avoir des stocks d'eau qui sont suffisants pour le fonctionnement de tous ses organes, c'est vital. Donc on a plusieurs priorités en récupération. Réhydrater, ravitailler et récupérer au niveau musculaire, reconstruire au niveau musculaire. Mais réhydratation, ça va être une des priorités numéro 1 presque. Ouais. Je pense que la majorité de nos auditeurs connaissent tous ces fameux ravitaillements d'arrivée. Et on a souvent la présence de l'eau gazeuse et des sodas. Est-ce que si j'ai besoin de me réhydrater, je viens de comprendre que c'est vraiment essentiel, est-ce que les sodas, c'est une bonne solution à apporter? C'est une solution qui sera meilleure que de l'eau du robinet ou de l'eau plate, effectivement. Ce ne sera pas la meilleure. Les meilleures seront des eaux très riches en sodium et très riches en bicarbonate de sodium, justement. Mais les sodas, comme le lait, peuvent être des alternatives du coup, à une meilleure réhydratation de par cette présence de glucides dedans que de l'eau plate ou l'eau du robinet où on n'a pas grand-chose dedans, quoi. Et selon toi, justement, c'est quoi la boisson miracle pour faciliter cette partie récupération? Il n'y a pas vraiment de boisson miracle, mais les eaux qui vont réhydrater le mieux, donc comme on l'a dit, c'est les eaux riches en sodium et en bicarbonate. Il y a 2 marques qui sont bien connues dans le milieu sportif. Tout ce qui est solutions de réhydratation orale, qui sont aussi dans des cas de déshydratation vraiment avancés, qui sont ce qu'on va trouver en pharmacie pour la réhydratation des nourrissons quand ils sont victimes de diarrhée et qu'eux n'ont pas ce réflexe d'hydratation. C'est des solutions qu'on leur donne et qui ont une composition corporelle, une composition nutritionnelle qui est idéale pour la réhydratation. Le lait aussi, c'est une boisson qui est plutôt bien aussi en termes de réhydratation. Malheureusement, on voit souvent des sportifs, des cyclistes sur des grosses cyclosportives finir totalement, comme tu le disais, en déshydratation. Du coup, ils passent par la case secours, on va dire. On voit souvent des perfusions d'hydratation. Ça, c'est quoi l'intérêt? C'est d'aller beaucoup plus vite et de compenser justement ce manque-là? Oui, je pense qu'il y a un petit peu de sucre aussi dedans. C'est pas uniquement de l'eau. Je pense qu'il y a une solution de glucose aussi à l'intérieur parce que la déshydratation, effectivement, elle va jouer sur le côté physique, mais aussi sur le côté cognitif. Et le fait de remettre aussi un petit peu de sucre, ça aidera un peu sur le côté cognitif. Oui, la perfusion, ça va permettre une réhydratation qui est meilleure, mais c'est que dans des cas extrêmes. C'est des pratiques qui ne sont pas autorisées dans le milieu sportif en général. Ouais. Avant de passer à notre petite partie synthétique, tu as dit quelque chose tout à l'heure, et c'est vrai qu'on en a peu parlé, parce que dans le sport, en général, c'est quelque chose, l'alcool, qui est peu utilisé. Enfin, ça dépend, ça fait quand même partie aussi de ce côté social des fois. Oui. Tu as dit que l'alcool, ça déshydratait. Donc, on a compris que la bière, ce n'était pas la meilleure boisson de récupération. On est en France, le vin, tous ces alcools-là, est-ce que c'est quelque chose qui nous hydrate? Est-ce que je dois le considérer dans cette prise d'hydratation dans ma journée? Non, pas du tout. L'alcool, c'est la molécule alcool qui va déshydrater. Donc, toute forme d'alcool, vin, bière, alcool fort, va déshydrater. Donc, non, c'est plutôt à proscrire. Au-delà des aspects très négatifs sur la santé que va générer de l'alcool, c'est plutôt quelque chose que, de toute façon, on va essayer de se passer. Évidemment, on ne peut pas enlever ce côté festif de l'alcool qui, dans certains moments, peut faire du bien aussi. Mais on est toujours sur des consommations qui sont très, très modérées, surtout si on doit réitérer une performance le lendemain. Alors oui, c'est vrai, dans les équipes cyclistes, on boit toujours une coupe de champagne s'il y a eu victoire sur l'étape du Tour, mais parce que c'est tellement des choses qui sont difficiles à gagner que bien sûr, il faut la fêter parce que la performance, c'est multifactoriel et que du coup, on a ce côté aussi...
festif et social et un peu qu'il faut fêter tous ensemble, plaisir aussi. Après, on peut très bien se passer d'alcool aussi pour ceux qui arrivent à fêter sans ça, mais voilà, ça doit toujours être avec modération. Il y a toujours cette balance à trouver entre le côté mauvais pour la santé et en même temps, si ça apporte du réconfort et un peu de baume au cœur pour tout le monde parce qu'on a gagné une étape, il faut faire juste une petite coupe ou une demi-coupe et puis on n'aura pas trop les effets négatifs. Et je reviens sur ton expérience justement dans le monde professionnel. Est-ce que l'alcool pour les sportifs, c'est vraiment quelque chose de très très secondaire, ou alors tu te rends compte que de par ce que tu as vu, de par ton expérience, certains c'est quelque chose qu'ils ont quand même dans pas leur quotidien pendant les courses, mais qui reste malgré tout dans leur partie alimentation, festif, etc. Ouais, j'allais dire ça dépend des sports, mais non, dans le côté cyclisme, non, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt banni, quoi. Il y a très peu de cyclistes qui boivent de l'alcool. Ils s'en rendent très bien compte que quand ils vont boire un peu trop d'alcool, et même pas trop, mais de l'alcool au quotidien, ça va se voir sur se faire ressentir sur leur séance d'entraînement. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui est très très peu consommé ou alors réservé sur des moments un peu hors saison. Mais non, dans les milieux d'endurance, c'est vraiment très peu, ouais. En tout cas, merci à toi pour toute cette partie. On s'est rendu compte que l'hydratation, c'était vraiment quand même très important. Que malgré tout, boire, ça voulait dire beaucoup de choses, mais au final, pas grand-chose, parce que ça dépend vraiment ce qu'on va être amené à boire. Ce que je te propose, c'est qu'on passe à notre fameuse rubrique vrai du faux. Est-ce que tu es prête ? Allons-y pour cette rubrique. Et c'est parti pour notre fameuse rubrique vrai du faux, pour balayer les idées reçues justement sur l'hydratation, qui est un sujet assez clé pour les cyclistes. Pour commencer, Lauriane, vrai ou faux, il faut boire avant d'avoir soif? Oui, vrai. La sensation de soif est déjà un signe de déshydratation, donc il faut éviter d'en arriver à cette sensation de soif et de boire régulièrement tout au long de la journée pour éviter d'arriver à cette sensation. Parfait, merci à toi. Sur le second point, tu vas aider les auditeurs, mais finalement, tu vas beaucoup m'aider aussi parce qu'on parle d'un sujet qui est assez sensible pour moi, les crampes. Vrai ou faux, les crampes sont directement liées à la déshydratation? Les crampes, c'est un sujet vaste. On ne sait pas vraiment quelle est l'origine des crampes. Une piste est souvent, du coup, effectivement, la déshydratation. Donc, plutôt vrai, effectivement, et notamment pour tout ce qui est prévention de la santé musculaire tendineuse, il vaut mieux bien s'hydrater. Ok, parce que c'est vrai qu'il y a différentes personnes, donc on peut penser à la sudation, la déshydratation, mais on ne transpire pas tous de la même façon. Et est-ce qu'en fait, nos ratios dans la transpiration du sodium perdu, il est identique en fonction de tous les sportifs? Non, on parle de salty sweaters, c'est-à-dire des athlètes, des coureurs qui vont perdre beaucoup de sel. Et voilà, si vous êtes quelqu'un, quand vous avez des vêtements plutôt foncés et que vous voyez une fois que la transpiration s'est évaporée des grosses auréoles blanches, c'est du sel du coup restant, c'est que vous êtes considéré du coup comme un salty sweaters qui perd beaucoup de sodium et du coup là il y a un intérêt à augmenter un peu l'apport de sodium au sein de vos boissons. Ok, au top. Merci à toi. Le café, vraiment le sujet de nos cyclistes. Vrai ou faux, le café et le thé sont déshydratants? Ils sont pas déshydratants, ils sont diurétiques. Effectivement, ça va envoyer aux toilettes. Tout le monde en a fait déjà l'expérience. Étant donné que c'est des grands volumes quand même d'eau, ça va quand même participer à l'hydratation sur la journée, mais effectivement, ce sera pas la base d'une bonne hydratation. Maintenant, on va mettre du lien entre l'hydratation et l'alimentation. Vrai ou faux, il faut éviter de boire pendant nos repas? Non, ça c'est faux. Effectivement, tendance à boire trop au repas peut faire gonfler un peu les aliments et générer un peu de l'inconfort digestif. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas boire que au repas. À un moment, on pensait c'était un peu les seuls moments où on buvait. Par contre, voilà, ça c'est vrai qu'il faut essayer de boire tout au long de la journée, mais s'astreindre de ne pas boire du coup pendant les repas, ça c'est faux. Ok. Et pour finir, vrai ou faux, les boissons isotoniques sont toujours meilleures que l'eau pure? Pas en pleine journée devant son ordinateur, mais à l'effort pour apporter de l'hydratation et des apports en glucides, oui, ce sera largement meilleur qu'une eau plate ou eau du robinet. Merci à toi pour toutes ces réponses, pour tous les éléments que tu nous as partagés justement dans cet épisode.
Un Merci à grand vous. merci aux équipes de Sunday Night Productions pour justement le soutien tout au long de cet épisode, pour vous proposer ce contenu de qualité. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur toi pour nous donner ton avis sur les différentes plateformes d'écoute, avec un 5 étoiles sur la plateforme d'écoute préférée. Et n'hésite pas non plus à nous laisser un petit commentaire. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast de Dans la tête d'un cycliste. Ciao, ciao.